Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons encore plus profondément au cœur de l'âge du bronze, vers l'an 1700 avant Jésus-Christ. La carte devant vous illustre une mosaïque de cultures en évolution, avec 3 forces principales qui impulsent le continent. Le perfectionnement de la métallurgie du bronze, désormais avec des alliages plus résistants qui révolutionnent armes et outils. La consolidation des identités linguistiques indo-européennes, formant les fondations de groupes ethniques comme les Celtes et les Germains, et l'émergence de centres fortifiés qui protègent les richesses accumulées, préparant le terrain. Pour des empires comme le Mycénien, nous commençons notre voyage à l'extrême nord, où le jaune vibrant en Scandinavie et en Finlande représente les Finnois, un peuple non indo-européen qui résiste aux vagues migratoires venues du sud. Ces ancêtres des Finlandais modernes vivent dans des établissements saisonniers adaptés à l'Arctique, avec des cabanes en bois et des pots qui protègent contre l'hiver rigoureux. Leur économie repose sur la chasse, la pêche et l'élevage de rennes, avec des outils en pierre polie encore prédominants, mais déjà intégrant du bronze importé par des échanges avec des voisins baltes. Ils parlent des langues ouraliennes anciennes, préservant des mythes oraux sur les esprits de la forêt qui influencent les rituels chamaniques. Bien qu'isolés, leur commerce de fourrure et d'ambre attire des marchands du Sud, renforçant des alliances qui protègent contre les invasions nomades. En descendant vers les vastes forêts russes, la région marron de la culture de la hache de combat du Volga domine, habitée par des groupes proto-baltes et proto-slaves en formation. Ces guerriers nomades, descendants des steppes pontiques, perfectionnent des haches de combat perforées en bronze, idéales pour les combats en forêt et les chasses. Leurs chefs sont inhumés dans des tombes tumulaires avec de riches mobiliers, incluant bijoux d'ambre et peaux d'animaux exotiques, signalant une société hiérarchique où la lignée détermine le pouvoir. Ils contrôlent des routes fluviales comme le Volga, échangeant des métaux contre des céréales et des tissus avec des peuples centro-européens, ce qui accélère la sédentarisation et l'apparition de villages fortifiés. Ici, des influences extérieures venues de l'Est, comme des techniques de fonte de l'étain provenant de routes asiatiques, arrivent indirectement, améliorant leurs armes et propulsant des expansions territoriales. Juste à côté, en ton de bleu, la culture de la hache de combat baltique occupe les côtes de la mer Baltique, foyer de communautés proto-baltiques qui construisent des forteresses en bois sur des îles et des péninsules. Leur céramique élaborée, décorée de motifs géométriques, reflète une fusion de traditions néolithiques avec des innovations de l'âge du bronze, comme des charrues en métal qui révolutionnent l'agriculture sur sol sableux. Ces peuples sont maîtres dans le commerce de l'ambre, hors du nord, qu'ils exportent vers l'Europe méridionale en échange de bronze et de sel, ce qui enrichit les élites locales et favorise des alliances avec les Scandinaves. Les rituels de crémation en urne deviennent courants, marquant une transition spirituelle influencée par des contacts avec des groupes germaniques, où les dieux de la guerre gagnent en prominence dans les sagas orales. Au cœur battant de l'Europe, l'immense zone verline de la culture de la céramique cordée, désormais dans sa phase mature, s'étend du Rhin à la Vistule, englobant des peuples proto-germaniques et proto-slaves occidentaux. En Allemagne et en Pologne, la culture déintise brille avec des tombes princières, comme la célèbre de Lebingen, où des princes sont enterrés avec de longues épées, des colliers d'or et même des chars démontés, symboles de mobilité et de statut. Cette élite contrôle des mines de cuivre dans les monts métallifères, échangeant avec le sud contre de l'étain, ce qui permet des alliages de bronze supérieurs utilisés dans les outils agricoles et les armes. Des sociétés sédentaires fleurissent avec des champs irrigués et des villages murés, mais les tensions croissent avec les migrations internes, menant à des alliances défensives. Des influences méditerranéennes, via les routes du Danube, apportent des idées de fortification, renforçant les défenses contre les envahisseurs nomades. Plus à l'est, en violet, les proto-slaves dans les plaines d'Ukraine et de Biélorussie, liés à la culture de la hache de combat des steppes, perfectionnent la cavalerie avec des selles en cuir et des lances en bronze. Leurs immenses kourganes, remplis d'offrandes équines, soulignent le rôle du cheval dans la guerre et l'élevage mobile. Pressés par des nomades des steppes asiatiques, ils absorbent des techniques d'arc composite, étendant leur territoire et se mélangeant aux Baltes. Le commerce de sel et de céréales avec l'Europe occidentale est vital, apportant prospérité mais aussi conflit pour les routes. Dans les îles britanniques et en Irlande, le marron foncé des proto-celtes marque la culture de Wessex à son apogée, avec des sépultures opulentes comme Booch Barrow, remplies de poignards incrustés d'or et de sceptres en ivoire, ce dernier importé via des contacts méditerranéens, influençant les rituels. Stonehenge, déjà un monument iconique, sert de centre cérémoniel pour des clans dispersés, reliés par des cercles de pierre qui facilitent les assemblées et les mariages d'alliances.
L'agriculture intensive, avec des charrues en bronze, soutient des populations croissantes, tandis que le commerce d'étain de Cornouailles attire des marchands ibériques, renforçant les liens économiques. En Gaule et dans le nord-ouest ibérique, les tons marron clair des Celto-Ligures et Ligures représentent des zones de transition, avec des oppidæ initiaux sur des collines fortifiées. Ces peuples mêlent l'héritage mégalithique à des innovations celtiques, comme des bijoux d'or torsadés et l'agriculture en terrasse. Dans le sud de la France, le commerce avec les Phéniciens, peuple non européen mais à influence directe, introduit le vin et la céramique fine, élevant le statut social et inspirant des vignobles qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Nous nous tournons maintenant vers le sud, où la chaleur méditerranéenne accélère les innovations. Dans la péninsule ibérique, le violet dominant des Ibères à l'est et au sud signale le déclin de la culture d'El-Argar, cédant la place à des établissements fortifiés comme la Bastida, avec des murailles cyclopéennes en pierre qui rivalisent avec les mycéniennes. Ces peuples, locuteurs de langues pré-indo-européennes, se spécialisent dans des épées falcates en bronze, utilisées dans des guerres pour les mines d'argent. Leur société est divisée en castes, avec des élites contrôlant le commerce des métaux avec l'Afrique du Nord influencée par des Carthaginois naissants, qui apportent des techniques de navigation et boostent les exportations. Au nord, les Basques en bleu préservent une identité isolée dans les montagnes pyrénéennes, avec des langues uniques et des traditions pastorales dans des grottes sacrées, résistant à l'assimilation celtique mais adoptant le bronze pour les outils. Au centre de l'Italie, le jaune des Italiques met en lumière la culture apenninique, avec des villages sur pilotis au-dessus des lacs et de la céramique peinte en rouge. Ils enterrent les morts avec de longues armes en bronze, reflétant des liens avec les steppes via des migrations passées, et innovent dans l'agriculture avec le drainage des marais dans la vallée du Pô, préparant le sol pour de futures villes étrusques. Des contacts avec les Grecs au sud apportent des idées de céramique décorée, enrichissant l'artisanat. Dans les Balkans, l'orange des Thraces et le jaune des Illyriens occupent montagnes et côtes adriatiques. La culture ottomanie-fusée-zabonie prospère avec des forteresses comme Spiš et Tevertok, bourrées de trésors en bronze accumulés dans des dépôts rituels. Ces guerriers contrôlent des mines de cuivre dans les Carpates, pratiquant la crémation en urne qui se répand comme une mode culturelle. Des alliances avec les Grecs via la mer Adriatique apportent des influences helléniques, comme des mythes de héros, tandis que des conflits pour les routes fomentent des légendes de divinités montagnardes. Sur le continent grec, le bleu des Grecs marque la période helladique moyenne, avec des forteresses comme Mycène émergent des cendres de villages. Armés de longues épées et de chars de guerre à rayons, technologie influencée par les Hittites d'Anatolie, qui fournissent des modèles via le commerce, les Mycéniens construisent des tombes tholos voûtées et des palais naissants, décorés de fresques de chasse. Leur société guerrière, organisée autour de Wanax, roi, étend son influence sur l'Égée, absorbant les Minoenses et préparant des invasions. Bien que Crète ne soit pas détaillée, les Minoenses européens insulaires atteignent leur apogée dans des palais comme Knossos, avec des structures administratives labyrinthiques et l'écriture linéaire pour les registres commerciaux. Leur commerce maritime avec les Égyptiens apporte ivoire et or, inspirant des arts crétois qui se diffusent vers le continent grec. En Anatolie occidentale, les Louvites en vert se mêlent aux Hittites en gris, formant des royaumes indo-européens avec Hattusa pour capitale, où des lois codifiées influencent les codes grecs via la diplomatie. Ces peuples contrôlent des routes d'étain, essentielles pour le bronze européen, affectant directement la métallurgie du continent. En résumé, 1700 avant Jésus-Christ est une ère de maturation européenne, où les peuples du Nord bâtissent des fortunes en ambre et ceux du Sud érigent des palais en bronze, tous interconnectés par des commerces qui annoncent l'âge du fer. Ce fut notre plongée profonde dans l'âge du bronze. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir des notifications quand les prochains épisodes seront publiés. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour le prochain épisode.